On est bien, on respire, on entend les oiseaux. On entend même le chant du coq, le frémissement du vent. C'est pour ça que j'ai voulu vous emmener dans ce petit coin-là. Parce que bon, ça doit vous paraître un petit peu... Vous ne devez pas tout comprendre ce que je veux dire. Bah non, on peut que imaginer. Voilà, donc là, vous allez mieux comprendre. Une ancienne postière se promène sur les chemins. Elle dialogue avec les pierres, les arbres, la lumière. Chaque balade est une nouvelle aventure, pour découvrir ce qui l'entoure, pour être au calme, au plus profond de soi-même. Je marche tous les jours. Souvent, bon, l'été un petit peu moins parce qu'il fait chaud et je marche avec mon chien, mais souvent je marche 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, 1 heure le soir, ou ça peut être 4 heures dans une journée. J'ai toujours marché. Toujours. J'adore. Déjà, c'est bon pour la santé. Et puis, c'est une occupation. Ça déstresse. Et on ne voit jamais les mêmes paysages. Non, parce que quand on le fait le matin, le midi, le soir, la nature change. Les saisons changent aussi. Vous n'allez pas avoir le même paysage en été, en hiver. Et puis c'est calme, on est bien. Toute seule avec mon chien, des fois avec les chiens du voisin. Et sans montre. C'est une habitude. J'ai aucune pression, je suis bien. Je connais les chemins. Et ceux que je ne connais pas, je prends une carte et puis tout va très bien. Le GPS, ça rend un petit peu pas très courageux d'être tout le temps. Une carte, ça fait mieux. Non, mais on la lit, la carte, le GPS, on a directement les infos. Puis bon, quand on peut se perdre aussi, mais bon, c'est le charme. On se retrouve toujours. Parce qu'on découvre des endroits peut-être qu'on n'aurait pas connus. Je fais le Beuvray, je fais le Follin, je vais sur Villers-Pourçon, sur la Roche-Millet, mais dans le coin. Quelquefois, c'est mon chien. Je lui demande où tu veux aller, donc je le regarde. Il me dit, il a l'air de me dire par là, donc je vais par là. L'été, je ne fais pas les sources de Lyon parce que il y a trop de touristes. Et souvent, je fais les sources de Lyon. Je reviens par le Carouge, mais ça, c'est la petite balade quotidienne du matin. Ou sinon, je peux prendre les chemins du bas. Mais bon, malheureusement, ça a brûlé, c'est beaucoup moins beau qu'autrefois. Mais j'aimais bien parce qu'il y avait les haies de châtaigniers. Et l'année dernière, on a eu un très très grand feu. Il y a les sapinières et ça a tout brûlé, donc là, ils ont tout coupé. Mais bon, les chemins du bas sont un petit peu plus tranquilles pour l'été, pour moi. Je marche, je regarde les arbres, je regarde les fleurs. Je me dis, tiens, là, je monte bien, mais après, je suis bien parce qu'on a un sous-bois, on se repose, on s'assoit sur une pierre, on profite de la balade. Pour marcher, il ne faut pas être courageux, c'est quelque chose de... C'est inné de marcher chez moi. Et autrement, j'ai pas peur, je me promène avec mon chien, donc je me dis que je risque de rien. Et de toute façon, le risque zéro n'existe pas, donc pas vraiment perdu, mais de me retrouver dans un endroit où je pensais pas me retrouver. Mais bon, c'est le charme aussi. Annie passe une partie de ses journées à arpenter les chemins qui environnent sa maison. Elle marche comme elle respire. Le mouvement dans la nature, c'est être en vie. Mais le paysage alors, est-ce uniquement quelque chose que l'on contemple ou qu'on traverse ? Ne serait-ce pas quelque chose d'intérieur à l'humain ? Le milieu qu'il fait vivre et dans lequel il vit ? C'est ce que défend Augustin Berck lorsqu'il parle de la pensée paysagère, ce lien entre le dedans et le dehors. Le paysage en principe est là, dehors, devant moi ou autour de moi. Et la pensée là-dedans,
quelque part derrière mon front. Entre les deux, il y a comme une frontière. Cela ne demande pas nécessairement de mots. Preuve en est qu'en Europe, des premiers peuplements venus d'Afrique jusqu'à la Renaissance, on a vécu d'une manière si paysagère qu'elle nous a laissé des paysages admirables, et ce en l'absence de toute pensée du paysage. Les gens aménageaient les paysages avec un goût certain. En tout cas, nous avons la trace objective, matérielle, d'un tel goût. Et nous ne pouvons qu'en inférer que ces gens-là pensaient, d'une manière telle qu'ils faisaient de beaux paysages. Ils faisaient des choses comme le Mont Saint-Michel, Vézelay, Roussillon, les vignobles de Bourgogne, Rocamadour. Bref, ils témoignaient à l'évidence d'une pensée paysagère. Et j'ai fait l'école du paysage à Blois. Donc c'est une école qui forme, à l'époque c'était des ingénieurs paysagistes, maintenant c'est paysagistes concepteurs. Donc c'est 5 ans d'études. Au début, tu apprends le dessin, tu apprends la botanique, tu vas faire des sorties en forêt. Et puis après, ça se complexifie un peu au fil des années parce que tu es formé à être paysagiste concepteur, donc dans un bureau d'études où tu peux travailler soit en maîtrise d'œuvre, soit en maîtrise d'ouvrage. Donc du côté de ceux qui dessinent le projet, parfois jusqu'au détail de la bordure du chemin. Et sinon, tu peux être côté maîtrise d'ouvrage, donc ceux qui sont commanditaires d'un projet. Et moi, je suis ni l'un ni l'autre. Dessiner des espaces pour les autres, Enfin, je trouve ça toujours un peu, parfois très interventionniste, parfois il me faut beaucoup de temps d'imprégnation sur un lieu, pour décider est-ce que oui ou non on restaure le lavoir. Est-ce que j'avais l'espèce d'utopie d'allier art et paysage, enfin dessin et botanique, paysage, tout ça. Sauf que dans la réalité, c'est pas exactement ça. C'est bien plus complexe, parce que le paysage est complexe de fait. Mais du coup, ça m'a ouvert plein d'autres portes, et puis je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus, c'était dessiner et créer avec différents médiums, Et donc j'ai fait 3 mois sur l'observatoire photographique des paysages du Morvan. Donc c'était un boulot où j'étais tout le temps dans ma voiture à essayer de trouver le point A32 dans un petit bled tout paumé pour refaire le même cadrage exactement de la même photo pour voir l'évolution des paysages en fait au fil du temps et essayer d'en tirer certaines conclusions. C'est vrai qu'il y a des photos qui sont hyper parlantes où tu vois qu'il y a plein de haies qui ont été arrachées. Et du coup le fait d'avoir une série diachronique comme ça, c'est assez fort comme image. Et donc après ces 3 mois-là, donc j'ai atterri à Bibracte pour continuer ces recherches-là, mais pas exactement pareil, Et donc on était un petit groupe comme ça autour de cette question d'évolution des paysages et notamment du Mont Beuvray. J'ai passé un petit moment à comprendre déjà ce qu'était Bibracte, ce lieu un peu magique, à visiter le musée, les chantiers de fouilles, faire plein de recherches sur l'histoire de ces lieux. Et là, donc j'ai rencontré une habitante et on s'est mis à se balader sur les chemins qu'elle pratiquait, à voir, là il y a une coupe rase assez récente. Et j'aimais bien cette idée de partir d'un village, où du coup ça pose aussi des questions sur c'est quoi la vie d'un village. Puis t'as toute une série de hameaux aussi, qui sont très agricoles, mais au final au cœur du village, qu'est-ce qui se passe? Le bar il est fermé, est-ce que c'est aussi comment on le fait vivre, Et donc j'ai essayé de m'imprégner de ces différentes paroles-là pour ensuite retranscrire tout ça sur du papier en m'inspirant aussi de cartes postales anciennes, de Gaston Chessac qui était un artiste local. Du coup ça ouvre aussi d'autres imaginaires. Ninon est dessinatrice. Elle décrit ce qu'elle a devant les yeux avec son crayon. Mais ça ne lui suffit pas. Elle récolte la parole des habitants, se nourrit des histoires du village, tisse des liens entre ce qui est visible et ce qui ne l'est plus. Parce que le paysage n'est pas juste ce qu'on contemple, ni juste un état d'âme intérieur. C'est aussi quelque chose qui vit et qui s'entretient. Alors j'entretiens la commune du mieux que je peux. Je fais des entretiens espaces verts, je nettoie... J'essaye d'entretenir le cimetière, les abords, la tonte, la taille de haies, cantonnier, voilà. Et je suis au service de la population.
J'ai fait un circuit d'agent forestier, j'ai travaillé le bois, j'étais bûcheron. Ensuite, en tant que salarié, parce que mon entreprise a connu des difficultés. Et après, j'ai carrément changé d'optique en travaillant en intérim pour l'équipementier Peugeot. Et quand tu étais dans la forêt, qu'est-ce qui te plaisait? Moi, c'était de travailler physiquement, d'être à l'air libre, de gérer mon temps de travail comme je voulais. Et c'est ce qui convient là aussi parce que justement, on me fait confiance et je peux gérer mon temps comme je veux, travailler dur quand j'en ai envie, quand j'en ai la force, et puis de garder cette âme de patron, de gérer mon emploi du temps. Donc ça, c'est un état d'esprit. Je suis libre. Bon, après, il y a certaines contraintes de temps en temps, mais bon, on me laisse libre d'organiser mon travail comme je l'entends, en fonction du temps, des priorités. Ça peut être la gestion de l'eau, les broussailllages, ça peut être aussi le rapport au respect de nos anciens, l'entretien du cimetière. Donc il y a toujours un tas de valeurs. Le respect des anciens, c'est comme le respect de la nature. Il faut savoir le ressentir comme tel. Je ne le vois pas comme une charge de travail, je le vois comme quelque chose qui me... Et je suis satisfait. Et moi, c'est vrai que j'aimerais pouvoir faire quelque chose qui soit pérenne et qui reste. Mais effectivement, couper de l'herbe, tondre, entretenir, c'est des choses qui sont à répéter souvent et qui ne laissent pas de traces de ton passage. J'étais content quand on a refait le mur vers l'église. On est fiers d'avoir laissé ça, quoi. Il est vrai que la vie, on aimerait tous laisser une trace. C'est pas toujours évident. Pendant une paire d'années où ils n'avaient pas d'employé communal et c'était la friche, quoi. Et là, quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de travail, énormément de travail, de remise en état. Maintenant, c'est plus qu'un travail d'entretien. Même si la commune a des petits moyens, ils se rendent compte qu'ils ne pourraient pas revenir en arrière. Ils ont besoin de quelqu'un à la commune. Éric est cantonnier. Il entretient le village au service de ceux qui vivent là. Il avance à son propre rythme, dehors. Quand il se sent des forces, il travaille dur. Quand il en a moins, il fait de petites choses. Il trouve que c'est beau de laisser une trace, et il épargne toujours quelques fleurs sauvages quand il tond l'air de repos. Au départ, je laissais quelques fleurs par-ci par-là, et puis après on m'a encouragé à le faire. Et voilà. Et au départ, on rigolait, on disait putain, l'employé communal, il laisse des fleurs, il a pu tout couper, et tout ça. Et puis maintenant, personne ne trouve ça drôle. Annie, Ninon et Éric cohabitent avec le site de Bibracte. Ils tissent un lien avec le mont Beuvray, cette montagne qui était là bien avant eux, tout comme l'ancienne cité gauloise. Tous les trois nous parlent de ce rapport très subtil que des humains peuvent entretenir avec leur milieu de vie. Être attaché à une certaine ambiance au quotidien, se sentir libre grâce à une odeur, des couleurs, le silence, comprendre les changements par la maîtrise de signaux dans le paysage. En les suivant, on perçoit presque ce lieu comme un être vivant et en relation avec ceux qui l'occupent. Et si c'était le paysage qui les regardait? S'il y a des points de vue, il y a des hauteurs, il y a des vallées, il y a beaucoup de forêts, c'est très forestier. En fait, un paysage, ça peut être plein de choses. C'est juste un regard posé sur une partie d'un territoire, quoi. Paysage, c'est ce que je vois tous les matins de ma porte. C'est-à-dire que je vois les montagnes. Ça implique qu'il y ait un observateur. Du coup, ça implique éventuellement un regard critique, tu vois. C'est pas forcément un point de vue en hauteur à 360 degrés. Ça peut être une vue de ta fenêtre. Ça peut être un paysage un peu macroscopique entre 3 racines et un caillou. C'est un monde vivant. Le paysage, c'est les agriculteurs, c'est les jardiniers aussi du paysage. Paysans, paysage, c'est le monde rural. C'est tout ce qui nous permet de vivre. Parce que plus de paysage, on ne vit plus. Moi, j'ai besoin de m'abreuver de plein de choses pour comprendre un paysage. C'est pas inné comme ça, quoi. J'ai besoin de plein d'avis différents, de me plonger dedans, quoi. De m'en nourrir pour le comprendre, sinon... Là, ce qui est fou sur le Mont Beuvray, c'est toutes ces micro-topographies
Et en fait, c'est des ruines celtiques en dessous, quoi. Et tu pourrais très bien passer à côté et pas faire attention. Mais en fait, tu peux être ému par un tout petit talus, quoi. Eh ben, j'aimerais pas que tout soit coupé, que ce soit entretenu et pas coupé. Que les haies soient taillées, plessées, mais j'aimerais pas qu'on me... Non, j'aime pas qu'on coupe trop les arbres. Il y a des coins qu'on changé, où il y a les sapins qu'ils ont coupés, ça a changé, mais il y a des coins qui ne bougent pas trop, et on les préserve. Hein. J'ai surtout vu changer les méthodes de travail. On est moins respectueux du monde végétal qu'on pouvait l'être à l'époque. Enfin, moi, je m'estimais être le jardinier de la forêt. On ne coupait pas tout et n'importe comment. Le rapport à l'argent, il est pour beaucoup. Et puis la productivité, à l'époque, si on faisait une rose, on nettoyait, on brûlait, on laissait un sol propre. Ils travaillent tout à fait différemment maintenant. Quand ils commencent les travaux, ils élargissent et ils coupent toutes les haies. Donc, pour moi, c'est une autoroute. Donc, c'est tout plat. Moi, mes chemins, là, on monte, après on a un plat, on remonte, et tandis que là-bas, vous allez voir, c'est tout plat, c'est l'autoroute. Il y a quelques ornières parce que les grumiers passent, et puis à la force de passer, ça fait des trous. Non, mais il faut bien couper quelquefois quand il y a un arbre qui gêne quelque chose. Mais entre couper pour entretenir et couper une exploitation pour exploiter industriellement, il y a deux choses. Il y a des crispations, hein, il y a des tensions. Mais bon, le paysage, c'est politique aussi. Hein, donc, être propriétaire de 200 hectares, c'est viable, quoi. Enfin, être seul sur 200 hectares. Maintenant, les gens, ils travaillent dans leur ferme, ils sont seuls, ils ont du matériel qui leur coûte cher, il leur appartient pas, c'est au Crédit Agricole ou ailleurs. Ils ont des tracteurs qui coûtent le prix d'une maison. Et en fait, le seul qui fait de l'argent, c'est les marchands de matériel, et eux, ils traînent la misère. Des parcelles qui appartiennent à des banques, à des assurances, ou à des multiples petits propriétaires privés qui habitent pas forcément sur le territoire. En tout cas, l'expérience du Morvan, c'est qu'il y a quand même un syndicat, enfin un genre de groupement, en tout cas d'achat de parcelles. Si tu veux avoir une action sur le lieu où tu vis, faut pouvoir le transformer, donc faut pouvoir y avoir accès. Les pratiques agricoles, elles changent aussi. L'eau, elle se raréfie. Enfin, je sais pas, faut peut-être réfléchir à d'autres modèles aussi. Il y a quand même une prise de conscience générale. On va revenir à des choses plus raisonnables, à mon avis, mais bon, ça va prendre du temps. Ce lieu, on ne peut le mettre en boîte. C'est un patrimoine vivant, choisi et choyé par ses habitants, à leur manière, différente d'une personne à l'autre. Il est parfois défendu par la grogne contre un manque de politesse vis-à-vis du paysage. Cet ensemble qui n'est ni un décor, ni une attraction touristique, ni juste un site remarqué par des experts pour son côté extraordinaire, mais un lieu d'expérience qui modèle des manières de vivre et des choix de société. Mais alors, comment s'entretient-on avec les Éduins quand on pratique les sentiers qui étaient déjà là sous leurs pieds ? Comment entrer dans l'esprit de ce lieu, cette identité qui n'est inscrite sur aucun marbre et qui reste libre d'évoluer et de s'adapter ? Quelle histoire nous a conduits jusqu'à aujourd'hui et comment faire l'histoire de demain ? Oh, il y a beaucoup de touristes maintenant. Beaucoup de vélos, beaucoup de quads, de motos. Vous le croiriez peut-être pas, mais bon, c'est surtout concentré entre juillet et août. Il y en a 90% qui sont adorables, mais vous en avez 10% qui sont... Non, qui respectent pas déjà les gens qui habitent ici, qui polluent parce qu'ils jettent leurs détritus dans la nature. Je suis pas contre le tourisme. Hein. Après, il faut qu'ils apprennent à respecter les lieux, quoi. Parce qu'on a vu des sites comme les glaciers ou n'importe quoi, les gens visitent et puis il y a un tas de détritus partout dans les montagnes parce qu'ils pensent toujours qu'ils sont en ville et qu'il y a toujours quelqu'un pour ramasser leurs conneries. Et ça me met en rage. Non, mais les touristes, c'est sûr qu'il y en a besoin. Et puis ça fait vivre les cafés, Non, mais c'est sûr qu'il faut, de façon modérée, avec des projets, oui, à échelle humaine. C'est le tourisme de masse qui ne va pas.
Mais je pense pas qu'il y ait trop de tourisme de masse dans le Morvan. Ouais, il y a une notion de tourisme habitant qui, moi... Enfin, tu peux très bien habiter un village et en fait découvrir de nouvelles choses ou des nouveaux points de vue, des nouvelles petites trouvailles sous les arbres, alors que ça fait 20 ans que tu habites là, quoi. C'est souvent le cas. Le coin où tu habites, tu vas en vacances ailleurs et en fait tu vas pas t'intéresser à ce qu'il y a autour de toi. Parce qu'on est pris dans le travail, on est pris dans nos activités et puis on pense pas forcément aux choses qu'on a autour de chez nous. Ben, le site, j'y suis jamais allé à part pour les captages d'eau. Qu'est-ce qui m'attire là-bas? C'est le site, le musée, qui est magnifique, mais le musée qu'il faut faire en plusieurs fois. La première fois que j'ai franchi les portes du musée, je me suis dit, ouïe, ouïe, ouïe. Vous savez, quand on parle de Bibrac, d'archéologie, de Gaulois, de 2000 ans, et il faut quand même avoir quelques connaissances. Et après, quand vous êtes dedans, vous ne pouvez pas vous empêcher d'y aller. Ah oui, mais moi, je suis une fidèle. Hein. N'en parlez pas aux gens du musée parce qu'ils vont vous dire on la voit trop. Je rentre presque au musée comme chez moi maintenant. Je me suis dit, oula, c'est paumé. Mais en même temps, il y avait quand même un petit bar à Glu, il y a quand même le centre de recherche, je voyais quand même du monde. Et à la fois, c'est très peu peuplé, quoi. C'est pas vrai qu'il y a personne. Regardez le village ici, toutes les maisons sont occupées. Et bon, l'hiver, il y a moins de monde, mais il y a quand même, il y a les habituels, et puis on est content, nous, l'hiver, on est tranquille. Enfin, c'est mon avis, mais il n'y a pas forcément de lieu de rencontre ou d'événements ou de choses qui pourraient faire se rencontrer les gens. L'histoire du Morvan, elle n'est pas figée, quoi. Le Morvan en 2050, je sais pas, hein. Tout est possible, quoi. Plein de gens qui arrivent et qui sont trop contents d'habiter là et qui font plein de choses. Et... Adieu les villes, quoi. Non, mais Bibrac a amené beaucoup de choses ici. C'est bien un petit peu à cause du centre archéologique qui a quand même drainé des chercheurs, plein de gens qui ont acheté des maisons. Mais quand c'est des gens qui habitent tout le temps ici, même qui viennent de l'extérieur, ouais, ils s'adaptent au coin, ça va. C'est une question d'adaptation et c'est une question de respect des gens qui étaient là avant. Le côté un peu chauvin, qu'il y a dans plein de... c'est pas... Pour moi, ça participe à un truc plus vaste, quoi, de... C'est quoi habiter à la campagne, quoi. C'est pas juste un beau cadre de vie, quoi. Finalement, c'est le paysage ici qui nous parle, qui nous invite à rencontrer Annie, Ninon et Eric, qui nous suggère de ne pas passer trop vite et de ne pas effacer sa richesse en la remplaçant par un récit trop artificiel. Au bout de cette promenade qu'il vous propose et de ces cheminements d'une vie à l'autre, vous accéderez peut-être à ce qui fait et fera l'habitabilité de ce lieu. Un lien intime à défendre, un paysage qui instruit sur la vie, une hospitalité sans accaparement, un attachement immatériel et vivant, partagé et différencié, qui perdure à la manière dont on laisse s'épanouir une prairie. Et du Morvan, c'est d'un lieu, c'est être de quelque part, c'est où j'ai mes racines. C'est une façon de vivre que les gens de ville ont peut-être du mal à s'imaginer. Hein. Parce que c'est sûr que nous, on peut vivre de pas grand-chose. Hein. C'est un mode de vie, c'est pas du tout le folklore. Ce qui est important, c'est d'avoir une vie saine, pas stressé par les transports pour aller travailler, plus de temps pour toi quand même malgré tout. Hein. Sauf que bon là, si on avait les salaires qu'ils ont en ville, on serait les rois du pétrole. Alors que là, les salaires, le travail c'est très dur, quoi. Donc il y a beaucoup de systèmes D pour survivre, malgré qu'on est heureux avec peu de choses. C'est une façon d'être. Hein. Après, il n'y a peut-être pas assez d'animation hein, pour certaines personnes. Pour se faire soigner, c'est difficile. On n'a pas tout sur place, quoi. Pour faire ses courses, on va d'un coup ne plus avoir de caissière, plus rien. On voit l'évolution arriver même ici. Et le rapport humain est très important en fait à la campagne. D'aider son voisin, ne serait que de dire bonjour, de rendre service à la petite mère qui est à côté, qui a un problème. Je sais pas, c'est plus convivial, d'après moi.
On tombe en admiration devant un gros chêne, devant certaines choses. Et c'est des choses qui ont pris plus de valeur pour moi maintenant que j'ai une petite fille de 8 ans. Donc je me plais à lui faire découvrir ces choses-là. Il suffit d'ouvrir les yeux et puis c'est important de transmettre nos valeurs, comme l'ont fait mes parents. Je dis que c'est magique à chaque fois. Que sur ce point haut, sous les hêtres, il y a des fouilles qui se font, se défont, qu'il y a tout un peuple qui habitait là, puis que ça a été abandonné. Enfin, je sais pas. Le fait qu'il y ait moins de bétonisation et de transformation et d'action humaine sur ces lieux, c'est sûr que ça préserve vachement, quoi. Là, ce qui est magique dans les espaces ruraux, c'est que tu peux garder des traces. Faut creuser un peu parfois, mais le paysage y raconte encore des choses. Construire des barres d'immeubles sur des anciennes fermes qui avaient leur architecture, leur forme bien précise, c'est nier complètement le territoire, quoi. Enfin, du coup, être attentif à ça, c'est toujours bien. Ça permet de ne pas devenir fou, quoi. Tu comprennes pas l'endroit où tu vis. Moi, je pense que plus tu comprends l'endroit où tu habites, plus tu as des clés ou des outils. En tout cas, tu peux imaginer des outils pour agir, ouais. Quand je vois les immeubles et les tours, je me dis, mon Dieu, je pars vite d'ici. Je me dis, mon Dieu, on est plus heureux à Lille. Moi, je suis quelqu'un de la campagne. Hein. Et là, je suis bien. C'est bien pour ça qu'on y tient, qu'on veut pas que ça change de trop. Il n'y a pas que des champignons, il y a des châtaignes aussi. Bon, les châtaignes, je les ramasse au mes châtaigniers, donc je fais de la purée de châtaigne, de la confiture. On les mange grillées aussi. Il faut déjà enlever la première peau. Après, l'autre petite peau, faire bouillir. Moi, je passe tout au moulin à légumes. Et puis après, je mets du sucre vanillé, du sucre. Ça fait une bonne purée de châtaigne. Si la purée de châtaigne, c'est dur. Enfin, c'est dur, mais c'est tellement bon.